avait déjà été sur le marché avant, et notamment c'était un modèle femme. Maintenant, en matière de mode chez les femmes, ça va très vite. Ça va très vite. Donc, il est arrivé, je l'ai proposé sur le marché, on n'a pas adhéré du tout. Surtout que je suis tombé sur beaucoup de clients, beaucoup de grossistes qui en avaient encore en stock et qui se retrouvaient coincés avec, parce que justement le modèle avait marché très fort. Du coup, beaucoup se sont retrouvés à faire de gros stocks pour pallier à la pénurie, à la potentielle pénurie. Ils se sont retrouvés à caler avec des stocks parce que les clients n'en voulaient plus passer avec des modèles qui étaient arrivés sur le marché. Du coup, quand j'approchais les potentiels clients, il y en avait qui disaient ouais c'est intéressant, tout ça, mais qui ne prenaient pas parce que le modèle avait déjà été sur le marché. Et il y en a qui ne voulaient même pas en entendre parler parce qu'ils avaient perdu pas mal d'argent là-dedans. Donc voilà, maintenant j'ai un autre modèle que j'ai commandé de A à Z par mes propres soins et qui ont un peu, enfin un autre modèle, c'est là il part petit à petit. Comment vous avez fait pour arriver à ce modèle? Ce modèle, je suis simplement parti sur la base d'un modèle que j'avais personnellement en cuir. Et voilà, on va dire que c'est beaucoup plus un flair qu'autre chose. Parce qu'il n'y a pas une réelle possibilité de faire une étude de marché en ce qui concerne les modèles de chaussures passées. Vous êtes convaincu qu'il n'y a pas moyen? Vous n'avez pas eu de moyens? Avoir des moyens, enfin, déjà, les modèles ils arrivent tout le temps. Parce qu'avec les Chinois, honnêtement, c'est des trucs à des périodes de saison pluvieuses, il y a des modèles, les modèles arrivent en catastrophe, c'est des panoplies de modèles qui arrivent. Donc voilà, maintenant, perso, faire une étude de marché sur un modèle, moi ça ne m'a pas trop convaincu déjà parce que ça demanderait une très grosse logistique, ce que j'ai pas. De deux, c'est qu'entre le temps où on fait l'étude de marché et le temps où on met le modèle sur le marché, il s'écoule un nombre de temps qui fait en sorte qu'on a des quinzaines de modèles qui sont arrivés sur le marché et qui font que l'étude qu'on a fait avant ne va pas forcément tenir pour le moment où le modèle va arriver sur le marché. Enfin, moi, de ma petite expérience que j'ai dans le domaine, c'est ce que je pense en tout cas. Mais est-ce que vos clients, donc vos grossistes avec lesquels vous traitez, est-ce que vous publiez au moins des informations sur le type de modèle que les clients pourraient oui, potentiellement oui. Oui. Sauf que après, c'est clair que j'ai des retours d'informations pareils, mais seulement pour pouvoir les exploiter à ce moment-là, il faudrait justement avoir les ressources pour. Parce que, quoi qu'on dise, il y a des modèles qui sont de mode, et il y a ce qu'on appelle des modèles classiques. Les modèles classiques, c'est ceux-là qui vont se vendre pendant 10-15 ans, sur lesquels il va falloir jeter dessus de l'eau. Sur lesquels on va peut-être jouer sur une petite amélioration vraiment de la finition, de la matière avec laquelle on fabrique et ainsi de suite. Donc il y a des modèles classiques. Comment est-ce que vos amis interviennent dans vos activités? Mes amis interviennent dans mes activités, voilà, ils m'apportent leur appui, parce que après j'ai pas mal d'amis qui, quand on est en Afrique, quand ils vont en réunion familiale au village, vont prendre quelques sacs pour aller distribuer. J'ai des amis qui ils sont payés à la commission. Non, là c'est des achats qu'ils font proprement eux-mêmes, histoire de me donner un coup de main, quoi. Je dirais au village, il sait qu'il y a réunion familiale, et en plus c'est le village, il a acheté deux sacs, il arrive à la réunion, il distribue. Comme on dit, il fait le salaka au village. Voilà. Maintenant il y a ceux-là qui connaissent les vendeurs de chaussures, ou alors des gens qui veulent se lancer dans une activité, qui n'ont pas forcément une activité, mais qui veulent faire du commerce, ils vont les orienter vers moi, dire ok, j'ai un ami qui fait les chaussures, va le voir avec mon appui, je te donner un sac, tu vas tester le marché, et puis si c'est bon,
je me porte garant pour que tu puisses vendre avant de payer. Voilà. Bon, alors, si un ami vient vous dire je vais acheter un sac de chaussures pour aller distribuer au village, est-ce que vous allez lui vendre au prix normal ou vous avez des prix? À ce moment-là, non, je n'ai pas un peu préférentiel ami. Non, ce que je fais simplement, c'est que je lui vends une sortie usine pour les grossistes. C'est le mieux que je puisse faire, parce que sinon après il y a des risques que comment je vais dire ça? Il y a des risques que sans le vouloir que je crée une concurrence sur le marché, parce que après c'est du business. Je veux dire, les amis, une fois qu'ils trouvent les possibilités de se faire de l'argent, le feront. Voilà, ce qui suppose que si par exemple je laisse le sac à un ami à 75, alors qu'au marché je le laisse au grossiste à 100 francs, il y a de grandes chances que mon ami se retrouve en train de revendre un grossiste à 100 francs et se faire 25 dessus, parce que voilà, il a compris qu'il y avait cette possibilité-là. Non, le mieux que je fais en fait, c'est leur rester au prix de grosse sortie usine en fait. Voilà. Donc pour l'instant, je vais lui laisser comme pour quelqu'un qui aurait pris 5 sacs. Donc, même si quelqu'un prend 10, 20 sacs, il n'y a pas de 10. Non, si. Mais après, justement, en fonction de la commande, en fonction du poids de la commande, oui, les prix forcément se revoient. Et comment votre famille influence vos activités? Comment votre famille, quand je dis votre famille, vos enfants, vos cousins, tout le monde que vous aidez par le sac? La famille influence dans la mesure où j'ai des cousins par exemple qui sont padois, qui dans leur zone essaient de faire le commercial, essaient de me donner un coup de main, se disent ok, tu as lancé ton produit, ça m'intéresserait de pouvoir le commercialiser dans telle zone. Et puis voilà, je lui envoie des échantillons qui va prospecter, et puis on voit ce que ça donne. D'après vous, votre famille, vous les amis, apparemment, c'est pour te donner un coup de pouce pour aller de l'avant, c'est ça? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Vous avez déjà fait des choses qui peuvent nuire à vos activités? Non. Je pense que j'ai la chance, vu le contexte, parce qu'on est quand même dans un contexte où l'évolution est souvent mal perçue. Ça, je l'avoue, mais j'ai la chance que j'ai la chance d'être dans un contexte où mon entourage souhaite plutôt mon évolution. Peut-être parce que je suis quelqu'un de nature à aider les autres. Je ne sais pas trop, mais voilà, c'est la chance que j'ai. Du coup, tout le monde va plutôt réfléchir dans comment est-ce que je peux t'aider pour que ton activité progresse. Moi, c'est la chance que j'ai en tout. Quel genre de relation entretiens-tu avec tes deux meilleurs clients? Mes deux meilleurs clients, professionnel. Maintenant, ça ne reste pas dans le cadre, ça ne reste pas forcément dans le cadre des chaussures dont on parlait, par exemple. Non. Parce que, par exemple, avec un de mes plus gros clients, justement, on a eu à faire d'autres activités, enfin, d'autres business, hormis celui du plastique. Notamment mettre un magasin à disposition d'un de ses contacts. Et puis voilà, je veux dire, tant qu'on trouve le moyen de collaborer, hormis le cadre purement, enfin le cadre par lequel on a commencé, on le fait. Et puis voilà, on va dire qu'on a gardé ce contact-là, qui fait que de temps en temps on va s'appeler pour savoir comment va l'autre. Il vous est arrivé d'être dans les mêmes associations? Non, association, non. Association, même réunion? Pas encore, non, pas encore. Vous assistez sur le plan familial directement? Oui, c'est clair que mon client, s'il a un souci, genre un deuil, ou je ne sais pas trop quoi, forcément je vais l'assister. Forcément je vais l'assister. Et je pense que vice versa. Voilà. Alors, je vous demandais tantôt comment vous faites pour développer vos nouveaux modèles, mais on pourrait vous demander, puisque vous êtes un homme d'affaires, comment vous faites pour reconnaître une opportunité d'affaires?
Opportunité d'affaires en ce qui concerne... Bon, sur le volet recyclage, par exemple, on va y aller step by step. Pour le volet recyclage, l'opportunité d'affaires pour moi, c'est le coût d'achat. Puisque j'ai quand même une valeur ajoutée. Mais en fonction de comment est-ce que la matière de base m'est proposée, voilà, ça peut représenter une opportunité d'affaires, de savoir que peut-être j'achète souvent à X francs et que cette fois-ci on me propose à X moins 10 francs ou moins 20 francs. Ça, c'est une opportunité d'affaires parce que forcément mon coût de revient sera plus bas, donc à la revente, j'aurai une marge supplémentaire. À défaut, à ce moment, j'achète tout en, même si jamais il ne sort pas tout de suite, en sachant que je prends le risque parce que j'ai une marge bénéficiaire plus élevée. Voilà. Maintenant, sur le côté chaussures, là, particulièrement pour le modèle dont on parlait tantôt, c'est que je me suis rendu compte que c'est un modèle qui a été beaucoup sollicité en cuir. Beaucoup. Il a été énormément porté par les jeunes. Moi-même, je l'ai porté et je l'ai beaucoup apprécié pour sa simplicité. En même temps, étant un modèle simple, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire en fait. Donc voilà. Et comme toujours, vous n'avez même pas testé, vous êtes seulement lancé. Non, honnêtement, le côté mot dans le plastique, c'est beaucoup plus le flair qu'autre chose. Moi, de ma conception, c'est beaucoup plus le flair qu'autre chose. Beaucoup plus. Parce que, voilà, il y en a qui ont d'autres stratégies. C'est que il y a des modèles qui arrivent sur le marché, ils attendent 1 an, 2 ans de voir comment le modèle s'écoule, et puis ils vont copier le même modèle, qui vont faire le modèle en apportant des petites modifications, mais qui sur le fond ne changent pas grand chose ne change pas le fond du modèle. Voilà, et puis on va dire c'est une autre approche. Mais moi je trouve que cette approche là est limitée parce que justement il y a le risque que le modèle une fois sur le marché ne marche pas, introduit dans le marché ne fonctionne pas, ne prenne pas du tout parce que justement ayant été là 2 ans avant. Là il y en a qui fonctionnent. Il y en a qui fonctionnent, qui copient un modèle qui a été sur le marché 2 ans et qui vendent le même modèle encore pendant 4 ans. Donc vous considérez que comme un innovateur, vous voulez faire de... Oui, je préfère faire de l'innovation simplement parce que en innovant, une fois que le modèle marche, on a plus de chances de se faire une plus grosse marche. Voilà, parce que justement, le temps que les autres se mettent dans la logique de copier ou alors d'apporter des modifications sur le modèle et le mettre sur le marché, on a fait sa part en fait. Voilà, moi je suis de ceux-là qui préfèrent prendre un gros risque ou alors prendre un risque tel qu'une fois que ça paye beaucoup plus quoi. Parce que justement, même dans cette logique de copier après un certain temps, il y a toujours un risque de se casser la tête. La preuve, j'ai pris un modèle qui avait déjà été sur le marché et qui avait beaucoup marché, mais qui n'a pas fonctionné avec moi. Maintenant, comment vous faites pour avoir des informations qui peuvent vous aider dans la prise de décision? Dans la prise de décision, notamment, je contacte mes grossistes. Parce que quand on dit, je ne fais pas une étude, par exemple, au niveau du consommateur final, mais au niveau des grossistes avec qui je travaille, par contre, je vais une petite étude, ça veut dire, je vais voir le grossiste, je lui dis, bon, voilà le modèle que je compte faire, qu'est-ce que tu en penses? Il me dira, oui, je pense que ça peut marcher. Il me dira, non, celui-là, vraiment, c'est pas la peine. Parce que, par exemple, j'ai un modèle chaussure foot que mon père produisait, que je remets sur le marché. En caoutchouc? Oui, en plastique. Quand je l'ai récupéré, quand j'ai récupéré l'entreprise, les moules étaient un peu défectueux. Donc j'ai produit comme je pouvais. À un moment, je me suis dit, ok, je vais vous commander 2 moules qui soient neufs et qui me permettent de faire un meilleur produit. Quand je me suis dirigé vers mes grossistes, ils m'ont dit c'est pas la peine. Ils m'ont dit c'est pas la peine parce que justement eux maîtrisaient mieux le marché final. Et m'ont dit il y a au moins 4-5 modèles qui viennent de la Chine actuellement qui sont de meilleure qualité
qui ont beaucoup de caractéristiques que je n'ai pas. Parce que moi, mes modèles, ils sont 100% recyclés. Donc, ils sont totalement noirs. Par contre, il y a des modèles qui viennent de Chine avec 4-5 coloris sur la même chaussure. Donc, à distance, ces chaussures-là paraissent vraiment être... à distance, ressemblent vraiment à des chaussures en cuir. Parce que différentes couleurs, différents machins, plus beaux forcément. Mais voilà, quand j'ai voulu me lancer sur un achat de moule dans ce sens, il m'a dit non, c'est pas la peine. Parce que là, tu ne rentreras pas dans tes frais. Du coup, ce que je fais, c'est je paye un technicien sur place qui me travaille les moules que j'ai déjà pour que j'ai une meilleure finition, une meilleure qualité de finition. Et les informations d'affaires qui peuvent vous influencer, par exemple les lois, les choses comme ça. Comment vous faites? Les lois? Ouais. Pour ce qui est des lois, honnêtement, c'est... Les règlements, par exemple, oui, les règlements municipaux. Non, municipal, un peu moins. Parce que toujours, que la plupart du temps, ils nous approchent. Que ce soit les institutions gouvernementales, la plupart du temps, se rapprochent ou alors font des publications. Notamment la dernière en ce qui me concerne la loi sur l'interdiction des emballages plastiques, qui n'était pas limitée que sur les emballages plastiques, qui concernait le plastique en général. Donc voilà, on a eu vent de l'arrêté. Merci madame. Donc on a eu vent de l'arrêté ministériel. Avant la sortie ou... Oui, non, avant même la mise en application, avant l'entrée en vigueur, on a eu vent du truc. Comment je l'ai su? Je l'ai su parce que j'ai des agents du ministère en question, du ministère de l'Environnement, qui sont passés dans mes locaux et qui m'en ont parlé. Derrière, j'ai eu la chance de suivre une formation avec une ONG locale. Donc voilà, où on en a parlé également. Donc voilà, là, on a un peu revu les lois sur le domaine. Et puis voilà. Est-ce que ces agents qui vous ont donné ces informations, c'était un traitement de privilégiés ou... Non, loin de là. C'est juste que, voilà, ils se rapprochent de vous. Déjà, pour savoir ce que vous faites en tant qu'entreprise, quel est l'impact environnemental qu'on peut avoir. Et c'est quand ils arrivent dans ce sens-là, on se retrouve sensibilisé sur les différents choses à faire. Quelles sont les leçons que vous tirez de votre marketing actuel vous aimeriez partager avec d'autres entrepreneurs qui sont dans des secteurs similaires que le vôtre? Les conseils. Les leçons les enseignements que vous tirez pour quelqu'un comme vous qui n'a pas une formation en marketing, mais qui se retrouve en train de faire le marketing, quelles sont les leçons? Avez-vous appris quelque chose? La première chose que j'ai appris, c'est que c'est pas facile de s'adresser aux gens. Parce que honnêtement, et là je retiens que être marketing, c'est pas, je veux dire, ça s'invente pas. Être marketiste, ça s'invente pas. Parce que j'ai essayé au départ, c'est quand même difficile l'approche d'arriver dans une boutique et en fait pour proposer son produit. Je pense que moi j'ai compris que c'est un truc, il faut avoir beaucoup de courage pour le faire en fait, parce que ça demande à s'adresser à quelqu'un qu'on ne connaît pas et de commencer à demander sur quelque chose dont on ne sait si la personne est intéressée ou pas. Et voilà, j'ai compris que c'est un travail pas facile en tout cas, parce que j'ai fait pas mal de prospection, mais honnêtement, j'ai laissé ma carte de visite dans toutes les boutiques où je suis passé. Honnêtement, j'ai pas eu de retour sur plus de... Allez, on va dire sur 10-15% des boutiques que j'ai eu à faire. Du coup, je sais pas si c'est parce que je suis pas du domaine, mais voilà, toujours à dire que c'est pas facile. Du coup, voilà, j'ai compris qu'effectivement, faut pas tout le temps se substituer aux gens ou alors à des corps de métier qu'on maîtrise pas.
D'où l'intention plus tard de prendre un agent commercial. Vraiment. Et par rapport au réseau social, au réseau de relations sociales, que pensez-vous de son impact sur la réussite ou l'échec d'une entreprise? Bon, comme la vôtre? le réseau social, ben, je vais prendre deux volets. Hein. Je vais prendre réseau, comment on dit, réseaux sociaux, donc la communication sur Internet. Non, pas la communication. Ah, ok, donc proprement, ok. Bon, c'est vrai que la communication sur Internet peut être, mais parce que c'est toujours les amis qui viennent souvent avec lesquels on échange, mais je veux que ça soit vraiment en termes de personnes que vous connaissez. Ok. Ben, moi, personnellement, je vais dire l'impact. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif. Parce que, voilà, de positif, parce que j'ai des gens qui m'apprécient pour ce que je suis déjà en tant que personne et pour ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, le point le volet environnemental est très important. Et je pense que les gens en prennent de plus en plus conscience. Du coup, ce que je fais, parce que c'est apprécié, de par ce rôle, ce pseudo-rôle que j'ai de gardien d'environnement, parce que c'est apprécié, forcément, j'ai beaucoup plus de félicitations et d'encouragement dans ce sens-là. Ok. Ben, je pense que j'ai abordé toutes les questions que j'avais. Maintenant, si vous avez quelque chose que vous aimeriez dire qu'on n'a pas abordé, bon, vous pouvez le dire également. Non, sur le plan marketing, réseau social, comme on disait tantôt, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour, mais en tout cas, personnellement, je sais que c'est pas évident de faire une étude de mon expérience personnelle, surtout quand on a des moyens limités, parce qu'après, c'est possible, pas qu'en disant on va dire que oui, rien n'est impossible, mais après, en fonction de ce qu'on veut faire, voilà, des types d'études qu'on veut faire, ça va nécessiter un plus gros ou alors moins d'investissement pour pouvoir avoir le résultat escompté. Mais dans le cas de mon domaine, c'est pas évident. En réalité, je peux vous poser une dernière question. Êtes-vous satisfait de vos performances commerciales? Non. Pourquoi? Parce que je n'atteins pas les objectifs fixés. Donc vous produisez, vous réussissez pas mal? Oui, je réussis pas à vendre comme je devrais. En fait, on va dire, aussi simple que ça, c'est que déjà dans le côté chaussures, dans le recyclage, je travaille tous les jours. Mais dans le côté valorisation, non. Dans le côté valorisation, chez les techniciens, on a ce qu'on appelle le coefficient d'utilisation. Là, ça concerne les machines. Donc c'est le rapport entre la capacité qu'on a de pouvoir travailler et le temps qu'on met à travailler. Entre la possibilité qu'on a de pouvoir travailler tous les jours, voilà tout le temps, et le temps qu'on met à travailler. Mon coefficient d'utilisation, il n'y a pas de 10%. Je veux dire de mes machines. Des machines de valorisation. Oui, il est très bas. Parce que je ne produis pas tous les jours, je produis même pas tous les mois déjà. Et voilà. Après, il n'y a pas la matière? Non, parce qu'il n'y a pas la matière, parce qu'il n'y a pas le marché. Du coup, je reconnais que c'est très limité. Parce que l'idéal pour moi serait de travailler à côté de l'hôtel du 24. Voilà. Donc il y a déjà le problème. Bon, c'est vrai qu'il y a le problème du modèle. Parce qu'on a une seule machine, mais avec possibilité d'avoir différents moules. D'avoir différents types de modèles. Un modèle, il coûte avoir une série, enfin un jeu de
un jeu de moule. Pour un modèle, ça coûte ce que ça coûte. Donc voilà, après quand on a un modèle, une fois qu'on a un certain stock, on ne peut pas continuer de produire sur le même modèle. Bon, mais est-ce que vous avez déjà pensé une fois de plus à vos amis? Parce que j'ai l'impression que votre problème est financier. Il n'est peut-être pas marketing, Oui, mais qu'il est financier. Financier, oui. Le problème, il est financier, oui. Mais maintenant, penser à mes amis, la vérité, c'est que beaucoup de mes amis sont un peu dans la même situation que moi. Pas dans la même situation que moi, ça veut dire que chacun est un peu concentré sur son activité et essaie de la faire progresser. Du coup, il est difficile de s'investir dans autre chose. Le deuxième volet maintenant, c'est ce qui est du plan financement. Là, par contre, c'est très compliqué de faire comprendre à quelqu'un la nécessité d'investir dans le business de quelqu'un d'autre. Ça, par contre, à notre niveau, c'est très compliqué. Parce que à chaque fois qu'on en parle à quelqu'un, en fait, notre culture fait qu'on est très calé sur le mauvais côté des choses. On est très pessimiste. Ça fait que, par exemple, j'ai mon activité, ça marche, ça me nourrit tous les jours, tout ça là. Et puis, je vois quelqu'un pour investir, il va me dire, mais si j'investis et que ça ne marche pas, on fait comment? Et ainsi de suite. En général, c'est la question que les gens se posent. On a beau être le plus rassurant possible, c'est très difficile de convaincre quelqu'un d'investir son argent dans le business de quelqu'un d'autre. Non, j'ai un problème de confiance. Oui. Pour avoir essayé, oui, pas forcément dans mon business même, enfin pas forcément dans cette activité, mais d'autres activités auxquelles j'ai pensé. C'est très compliqué parce que l'autre côté aussi également, c'est que même pour nous les promoteurs, vu la mentalité, on n'aimerait pas non plus forcément même les gens dans nos activités propres, les activités premières, parce que en général, quand un vous donne un peu de son argent, il est derrière vous 24 minutes. Et ça, c'est pas évident à gérer. Du coup, moi, j'ai pensé, mais vraiment sur un business qui aurait été ficelé, qui puisse faire partie de zéro pour arriver à quelque chose. À ce moment, je me dis, ok, voilà un business, une idée de business, une idée d'activité, où on se met tous, chacun avec son apport, et puis qu'on progresse ensemble. Mais jusque-là, c'est pas évident. Oh. Merci, monsieur Tala.